bonsoir à tous et à toutes. Et d'abord, merci d'être là, si nombreux. C'est très impressionnant de savoir que vous êtes plus de 1000 personnes dans ce théâtre libre ce soir. C'est une étape importante que cette soirée pour Boualem Sansal. C'est le lancement officiel du comité de soutien. Il y a beaucoup de partenaires. On va vous les présenter ce soir. Ça fait juste un mois. C'est une course de fond qu'on va mener tous ensemble. C'est une première étape. Il faut de l'endurance. Boualem Sansal incarcéré depuis un mois en Algérie, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Il va y avoir des textes lus. On va parler de son œuvre. On va parler de la France et on va parler de l'Algérie. Ce soir, Arnaud Bedenetti, le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, pour introduire la soirée. Merci Myriam. Merci 1000 fois pour votre mobilisation. 1000 fois, c'est le nombre de membres du comité de soutien que nous avons lancé avec la revue politique et parlementaire il y a maintenant un mois, un peu moins d'un mois, lorsque nous avons appris l'arrestation de Boualem Sansal. Alors votre présence en un temps record est d'abord un formidable signal d'encouragement. Cette mobilisation, on la doit à toutes celles et à tous ceux qui, depuis l'arrestation de notre ami Boualem, se sont levés pour dire et leur indignation, et leur solidarité, et leur volonté de construire ensemble une démarche qui transcende les divergences des uns et des autres au service d'un seul objectif, je le rappelle toujours, sortir un homme du cachot où il a été jeté de manière totalement arbitraire. Il me faut, bien évidemment, avant de commencer, citer tous ceux et remercier tous ceux qui nous ont aidés à construire cette soirée, sans laquelle la détermination n'eût pas été, cette soirée n'eût pas été rendue possible. D'abord, évidemment, Jean-Marc Dumonté, qui est le directeur de ce théâtre et que je vous demande d'applaudir. Jean-Paul Scarpita, dont le rôle de facilitateur avisé a été absolument essentiel, là aussi, dans l'organisation de ce moment. Il me faut citer les éditeurs, évidemment, de Boualem Sansal, l'éditeur historique qui a toujours soutenu Boualem Sansal, Gallimard, Antoine Gallimard, qui doit nous rejoindre dans quelques instants. Jean-François Colosimo, des éditions du Cerf, qui interviendra lui aussi, cher Jean-François, dans quelques minutes. Il faut citer aussi les médias qui se sont mobilisés très rapidement autour de la cause de Boualem Sansal. Marianne, merci Natacha Polony. Le Point, merci Valérie Toradian. Academ, le média universitaire. La revue Le 1, merci Eric Fotorino. Cette mobilisation des médias ne fait que commencer. Il est évident que nous appelons tous les médias, quelle que soit leur ligne éditoriale, à nous rejoindre ce soir. Je crois que le combat que nous menons, c'est aussi leur combat. Il est très important que cette mobilisation puisse s'élargir tous les jours un peu plus. Il me faut également remercier les structures associatives qui nous ont soutenus depuis le début et qui sont à l'origine de cette soirée. Le laboratoire de la République, merci Jean-Michel Blanquer. Le comité Laïcité République, merci Gilbert Albergel. Les cercles algérianistes, merci Suzy Niquez. Et la LICRA, évidemment, qui nous soutient depuis le début. Il me faut aussi citer le petit groupe qui s'est tout de suite mobilisé dès que nous avons appris l'arrestation de Boualem Sansal, c'est-à-dire presque le mercredi suivant le 16, ce funeste 16 novembre, où il a été arrêté sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. Je rappelle évidemment Kamel Daoud, qui est ici présent et qui interviendra dans quelques instants. Merci Kamel. Xavier Drioncourt également. Noël Lenoir, qui est quelque part, que je ne vois pas, mais qui est, je crois, devant. Georges-Marc Benamou. Stéphane Rosès. Florence de Libertou.
Rachel Binas, Jean-Michel Blanquer, évidemment. Et je ne peux évidemment pas terminer cette liste sans citer, elle n'est pas avec nous ce soir, mais elle est de tout cœur avec nous, Catherine Camus, qui a décidé d'être la présidente d'honneur de notre comité de soutien. Il faut aussi remercier tous ceux qui, depuis des semaines, ont manifesté de plusieurs manières et par différentes initiatives leur engagement au service de la libération de notre ami Boualem, une libération sans condition et immédiate, c'est ce que nous réclamons bien évidemment, comme les grands prix de l'Académie française qui ont été les premiers, je crois, à signer une pétition au moment où ils ont appris cette arrestation. Quelques mots, je vais être rapide sur le comité que nous avons impulsé depuis maintenant quelques semaines. Ce comité, comme je vous le disais, il compte plus de 1000 membres, il est ouvert, il est pluraliste et il n'a qu'un seul objectif. Cet objectif, il est clair, il est circonscrit, il est très prosaïque. J'allais dire, il s'agit comme les aviateurs d'être concentré sur sa cible. En l'occurrence, il nous faut parvenir à faire libérer un homme, un écrivain qui n'a rien à faire en prison et dont la vocation est d'écrire et d'être libre avec ses mots. Boualem Sansal. Deux anciens présidents de la République nous ont rejoints, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, plusieurs anciens premiers ministres, de très nombreux parlementaires, de maires, de présidents de région, et je salue évidemment ici la présence de Valérie Pécresse, qui est ici dans cette salle, ainsi que le maire de Versailles, monsieur Demazière, Madame Laurence Rossignol, aussi parlementaire et sénatrice, est ici parmi nous. Je sais qu'il y a d'autres parlementaires, pardonnez-moi si je ne peux pas tous vous citer, mais le cœur y est. Des centaines de personnalités des mondes intellectuels, universitaires, scientifiques, culturels, médiatiques ont répondu présents, qu'ils en soient remerciés. Notre mobilisation continue, elle s'élargit et elle s'internationalise. Sansal est le symbole de l'esprit libre persécuté, et cela, évidemment, ça ne se discute même pas. Alors, pour réussir notre mobilisation, et je terminerai là-dessus, il y a deux conditions. D'abord, il faut aller vite. Notre mobilisation, ce soir, n'est pas précipitée. Elle arrive à point nommé et elle ne fait que commencer, alors que voilà déjà un mois, jour pour jour, que Boualem Sansal est enfermé dans des conditions d'ailleurs dont nous ignorons presque tout. Et il faut y aller de manière constante et soutenue afin d'éviter que le sépulcre de l'indifférence ne recouvre l'urgente actualité de Boualem et de sa libération. Deuxième condition, ne pas se laisser distraire par de fausses querelles et de mauvaises polémiques. Ici viennent tous ceux qui sont révoltés, indignés et scandalisés par le sort dont est victime notre ami Boualem Sansal et qui se battent tous pour ce retour à la liberté. Une fois ce retour acquis, chacun retrouvera ses occupations et ses propres combats. Ceux qui ont incarcéré Boualem Sansal parient sur nos querelles pour se repaître de leur forfait. À leur face, nous devons leur répondre par notre unité d'action et de détermination. C'est seulement ainsi que nous serons utiles, efficients et bien plus encore au rendez-vous de notre mission. 1000 merci à tous pour Boualem Sansal, 1000 merci à tous pour ce combat pour la justice et pour la liberté. Je vous remercie. Alors j'appelle à présent Georges-Marc Benamou pour un mot d'introduction. Merci Arnaud. Lorsqu'il y a un mois exactement, Arnaud m'a annoncé au petit matin, c'est ça la terrible nouvelle, j'ai tout de suite pensé, nous avons tout de suite pensé, en tout cas personnellement à Catherine Camus, c'est elle qui il y a 20 ans me fait lire Boualem Sansal. C'est elle qui va trouver ce parrainage, cette affiliation avec le grand Albert Camus et qui le trouvera aussi avec Kamel Daoud et ses très beaux livres. Une affiliation non pas parce que ce sont des écrivains nationaux comme on le reproche au FLN d'Alger, mais parce qu'ils sont de la nation de la littérature, de la liberté, de cette liberté qu'on a embastillée. Et le plus étonnant, c'est alors que ce soir nous sommes réunis et nombreux, que des prix Nobel, que des gens de gauche, ou en tout cas de cette gauche qui n'aime pas toujours Boualem Sansal, comme Annie Ernaux ou Edgar Morin, nous ont rejoints, on entend une terrible petite musique.
la petite musique de Madame Sandrine Rousseau, qui se permet de dire, sans l'avoir lu, sans l'avoir compris, telle une barbare des temps modernes, qu'il est suprémaciste. On entend la petite musique des députés écologistes, monsieur Benjamin Lucas, si je me trompe pas, qui sur une chaîne de grand public annonçait que Boualem-Sansal n'était pas net. On entend sur les radios publiques que Boualem-Sansal est un personnage controversé, car il est soutenu, entendez bien, par la droite et l'extrême droite. Rien de mieux pour disqualifier, pour tuer un ennemi. C'est ce qu'on a fait avec Albert Camus quand il sort L'homme révolté. C'est ce que les bandes de Sartriens ont fait pour le tuer, l'humilier, le déconsidérer. Lui qui avait été le premier à dénoncer les misères en Kabylie était devenu un suppôt de l'extrême droite et un OS. Ce sont les mêmes techniques néo-staliniennes qui sont à l'œuvre. Ce sont les mêmes aveuglements. Depuis Kravchenko, depuis ces dénonciations de Camus, les gens qui niaient le message de Solzhenitsyn ou encore de Salman Rushdie. On entend la même petite musique, on connaît nos ennemis, tout cela est très structuré. Ils ont leurs raisons, ils sont devenus non pas les idiots utiles de l'islamisme ou de la politique FLN d'Alger, mais les suppôts déclarés. Merci. J'appelle à présent Kamel Daoud, prix Goncourt 2024 pour son roman Ouride chez Gallimard, chroniqueur au Point, ami de toujours de Boualem-Sansal, qui sait mieux que personne le prix d'écrire sur le régime autoritaire algérien. Bonsoir, merci. Je suis très impressionné, vraiment. Et cela répare beaucoup de douleurs. Je n'ai pas préparé un texte savant, mais un texte sincère. Nous perdons nos libertés. Nous perdons nos libertés parce que nous avons oublié leur sens. Nous avons oublié leur coût, leur prix. Nous n'avons plus souvenir des ardeurs, des choix douloureux, du sacrifice. Le souvenir de la liberté a été estampé par les poèmes, les grands discours, la confiance excessive en l'histoire et la paresse. Nous avons cru que lire sur la liberté ou écrire sur la liberté peut dispenser de la payer, de la vivre ou de l'arracher à l'adversité. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Pour que le souvenir de la liberté incarnée et sensible, vive et nue, revienne à nous. Pour que la liberté de dire, composer, raconter, opiner ou refuser soit préservée de tout et surtout de nos fatigues d'âme, de la dictature, de l'usure, des oui mais, des logiques de chapelle, des définitions oiseuses, des interprétations et des joutes oratoires. Celui qui ne meurt pas à ma place ne peut pas prétendre vivre à ma place, ni penser à ma place, ni prier ou blasphémer à ma place, ni écrire à ma place, ni décider de ma marche, mon chemin ou mes insolences. Être libre est difficile, je l'ignorais. C'est une chose cruelle, mais nécessaire, une trahison et un éloge de soi, un souffle et un silence. C'est un exil et une camaraderie, quelque chose d'inexplicable peu à peu à chaque concession. J'ignorais que le prix serait si élevé, que chaque jour qui se lève, je dois l'arracher à l'adversité, qu'un simple roman peut vous condamner à la mort, à la prison ou à l'insulte. J'avais oublié. Nous sommes ici pour donner un nom à la liberté et à l'oppression, pour bien les nommer, pour parler de Boualem-Sansal, mon ami, pour contester les interprétations, rappeler la vive évidence de l'injustice de son sort et ne pas céder sur la définition de la liberté. Aujourd'hui, nous, écrivains, nous sommes accusés de crimes, d'égorgement, de terrorisme, de trahison, de félonie et de mensonge. Nous sommes associés au mal et représentons le pire, c'est-à-dire l'universalité. Là-bas, nous sommes des Français. Ici, on nous accuse de délits d'opinion non conformes aux victimaires décoloniales. Là-bas, c'est la prison. Ici, le procès d'intention. Parfois.
De quoi sommes-nous coupables? De ne pas renoncer. Le renoncement, n'est-ce pas là la grande vertu dangereuse de notre époque? N'est-ce pas un appel à nos conforts si mortels? Si nous sommes réunis ici, c'est justement pour ne pas abandonner. Saint-Salle est en prison pour une opinion. Ceux qui se permettent des opinions faciles à son sujet n'ont aucune idée des prisons et des libertés. Ils ont oublié le coup, la définition d'être libre, autrement dit, d'exister. Voilà. Si nous cédons sur la liberté d'un écrivain, nous céderons sur nos droits à imaginer, rêver, rire, se promener, digresser, interpréter, danser, se moquer, dessiner et aimer. Nous abdiquerons. Et un jour, la prison de Sainte-Salle sera la nôtre où que nous soyons. Alors, libérons-le. Merci. Merci. On va à présent écouter les éditeurs de Boualem Sansal. Antoine Gallimard va nous rejoindre, l'éditeur de l'œuvre, dans un instant, mais d'abord la parole à Jean-François Colosimo, qui pour les éditions du Cerf a édité son dernier livre à Boualem Sansal, Parlons-en. Le français, parlons-en. C'était en septembre dernier. Depuis, vous n'arrêtez pas de le soutenir depuis ce 16 novembre. Oui, évidemment, c'est toujours un honneur pour moi de parler d'une même voix avec Antoine Gallimard, qui est l'éditeur majeur de Boualem Sansal. Pourquoi nous sommes ici ce soir? Pourquoi ce soir nous sommes ici si nombreux? Pour dire non à la tyrannie. Parce que les tyrannies embastillent les écrivains pour faire taire la vérité. C'est sous l'accusation d'atteinte à la sûreté nationale que le régime algérien a jeté Boualem Sansal au cachot. Est-il à la tête d'un mouvement politique? Est-il à la tête d'un commando terroriste? Non. Son vrai tort, avoir levé à un les tabous de l'histoire officielle par son œuvre écrite. Les tyrannies, en fait, craignent la puissance d'émancipation de la littérature. Boualem Sansal n'a-t-il pas gardé aujourd'hui encore un souffle de poète, un cœur de conteur, une passion intacte à raconter la fraternité humaine? Oui, il est ainsi. Sa seule faute, de représenter un otage de choix dans la querelle incessante qu'Alger oppose à Paris, lui qui a fait de la langue française son ultime patrie. Les tyrannies redoutent la lumière. Le regard de Boualem Sansal est empli de lumière. Pourquoi dès lors de prétendus pluralistes se précipitent-ils pour anticiper le réquisitoire que ne manqueront pas d'instruire demain des inquisiteurs déguisés en procureurs lors d'un énième procès de Moscou? Parce que la mobilisation sur son nom est grande, elle est soutenue, elle est internationale, à la hauteur de l'émotion provoquée par sa scandaleuse détention. Parce que cette mobilisation est amenée par Catherine Camus, par Kamel Daoud, qui est une autre cible de la même iniquité, et puis aussi par notre ami Arnaud Benedetti, parce que cette mobilisation, elle rassemble autour de son nom des gens de bien, par-delà les chapelles et les coteries, parce que son nom est devenu synonyme de justice, et cette justice est insupportable aux hommes pervers. Les tyrannies, finalement, elles parient surtout sur l'épuisement des démocraties, à défendre l'innocent, à déraciner le mensonge, à demeurer fidèle à la parole donnée. À nous de prouver le contraire. Comment allons-nous faire? Il est aussi en Boualem Sansal un ascète qui a fait de l'exigence sa règle de vie. Cette mystique qui ne se départit jamais chez lui du culte de l'amitié, de l'amour de la rencontre, de l'acceptation du débat, eh bien cette mystique explique la force cosmogonique de ses romans, la force tellurique de ses essais. C'est dans elle, dans cette force-là qu'il nous faut puiser, et nous puiserons demain jusqu'à ce qu'il soit de retour parmi nous. Mais il y a quelque chose de plus. À l'Est, en URSS, le 12 février 1974, Alexandre Solzhenitsyn, cet autre
grand scientifique devenu écrivain, cet autre dénonciateur de la tyrannie, cet autre géant est incarcéré sous l'accusation de haute trahison, punissable de la peine de mort. Le lendemain, sous la pression internationale, il est déchu de sa nationalité, frappé d'expulsion, placé dans un avion à destination de l'Ouest. L'Ouest, où il aura à subir lui aussi les anathèmes des bien-pensants et des idiots utiles. Mais Solzhenitsyn ne désarme pas. 4 ans plus tard, dans son discours à Harvard, il interroge et en fait fustige ce déclin du courage qui est trop souvent le nôtre. Oui, ne nous trompons pas. Nous sommes des gens de peu, hésitants quand nous ne sommes pas pusillanimes devant l'excès du mal, souvent lâches face à la menace de l'inhumain. Nous avons plus besoin de Boualem Sansal qu'il n'a besoin de nous, car depuis sa prison, c'est lui qui nous confère une leçon de courage. C'est lui qui nous donne le courage d'avoir du courage. Merci. Antoine Gallimard, l'éditeur de l'œuvre, celui qui l'accompagne depuis toujours, celui qui, je l'ai entendu dire, est son ange gardien, était son ange gardien. Antoine, c'est à vous. Ouais, cher ami, vous avez tout dit, donc moi je préfère rester le plus laconique possible, parce que tant que Boualem Sansal sera arrêté, prisonnier, on aura toujours la gorge étranglée. Parce que c'est vrai que Boualem est un ami pour moi, pour Jean-Marie Laclaftine, qu'il suivait aussi de très près, qu'il a publié dans cette maison, dans la nôtre, depuis 99, et que pour moi il fait partie des grandes familles de nos auteurs qu'il faut aussi saluer dans leur courage par rapport à la violence politique, à la violence étatique. Je pense à Orhan Pamuk, je pense à Salman Rushdie que nous publions, je pense aussi beaucoup à Haroun Datiroy, je pense aussi à Ludmilla Uleskaya, le Clésio qui a très très courageux en ce moment, et que son existence elle-même tient un fil, autant un fil de cette pression qu'elle a que par rapport au fait qu'elle a le sentiment de ne plus rien attendre de la vie. Et il y a effectivement, vous l'avez cité, des Nobel comme le Clésio, comme Modiano et j'en passe. Et c'est vrai qu'à la fois Boualem est à la fois français complètement, depuis mai dernier, il a obtenu la nationalité française et algérien. Mais je dirais que son premier pays, vous serez d'accord avec moi, c'est l'écriture. Et nous avons appris tout récemment, ce matin, qu'à sa demande, il était à nouveau placé aujourd'hui dans une unité pénitentiaire de soins à l'hôpital Moustapha à Alger. Pour la deuxième fois, il y a sa demande. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? En tout cas, ils ont compris que sa santé est aussi fragile et que sa disparition serait très grave pour eux aussi. Il ne faudrait pas que cette incarcération soit l'effet de cette tension énorme en ce moment qu'il y a entre la France et l'Algérie, puisque même notre ambassadeur à Alger est convoqué en fin de semaine par le ministère des Affaires étrangères sur une interrogation concernant la France qui aurait pu armer une troupe pour attaquer avec des armes l'Algérie. Un vieux fantasme qu'ils mettent en avant et on sait bien comment cela procède. Mais je peux vous dire que ma maison, Gallimard, depuis l'arrestation de Boualem, qui fait partie de notre famille, le 16 novembre dernier, son incarcération, nous avons créé nous-mêmes à côté, le 2 décembre, mais nous travaillons ensemble, un comité de soutien international qui a aussi pour objet de permettre à chacun d'apporter sa contribution à sa défense judiciaire à venir en Algérie, en France et auprès des institutions internationales. Car j'ai choisi un avocat pour sa défense, un avocat qui effectivement considère qu'aujourd'hui son incarcération n'est pas légale, il a l'intention de le montrer et il est prêt à toute action nécessaire pour une libération rapide, comme vous le disiez. Certains des nôtres, et notamment ceux que je viens de citer, souhaitent aussi faire partie de ce comité et on espère ainsi, je crois que c'est très important qu'on travaille ensemble, faire partie d'un maillage dans le monde entier, parce que les Français sont malvenus, sont considérés comme des menteurs, des manipulateurs, enfin des gens pas très fréquentables. Mais par contre, l'Algérie est très sensible à tout ce qui peut se passer en dehors de la France. Et c'est en dehors de la France que nous devons agir.
car sinon ils n'entendront pas et ils finiront par céder. Au rapport de force, il ne faut pas avoir peur de l'engager, et nous n'aurons pas peur de l'engager jusqu'au moment où eux-mêmes ils verront qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de trouver la libération de Boualem pour sa liberté. Alors effectivement, pourquoi nous sommes tous ici? Parce qu'on sent bien qu'à travers l'affaire Boualem, en dehors de l'affection qu'on lui porte, et moi je peux vous dire que c'est un vrai poète, vous l'avez souligné, un vrai cœur, et que peu importe qu'il soit attaqué en France pour ses attaches à droite ou à gauche, il nous intéresse seulement une seule chose, sa libération. Et il montre aussi combien nous sommes tous attachés à la liberté de création et de publication, que ça soit par voie de presse ou dans l'édition, à la protection de notre vie culturelle qui nous est chère et au débat intellectuel. Et c'est vrai que nous sommes tous ensemble. On ne peut tolérer qu'une voix critique et tendancieuse comme celle de Boualem Sansal puisse subir un vrai arbitraire judiciaire. Donc, je me suis heureux de voir que nous sommes déjà assez nombreux et encore plus bientôt, et surtout au niveau international, pour aider à sa libération. Vive Boualem et bientôt sa libération. Merci. Merci. Boualem Sansal est traduit dans le monde entier. D'ailleurs, c'est sans doute aussi une raison pour laquelle il a été arrêté. Vincent von Wroblewski est son traducteur en Allemagne. Il est dans l'intimité de la langue de Sansal depuis des années. Il va nous parler de lui, de son ami et de sa langue. Bonsoir. Donc, permettez-moi d'abord de vous lire le message que vous adresse Madame Katharina Mayer, dont la maison d'édition Merlin Verlag publie Boualem Sansal en Allemagne. Chère Nazia, chers amis de Boualem, chers collègues, voilà, en tant qu'éditrice allemande de Boualem Sansal, j'aurais aimé être présente parmi vous ce soir. Cependant, les libraires allemands ont lancé de leur côté une campagne de mobilisation pour la libération de Boualem Sansal, et je pense être plus utile en m'engageant actuellement en Allemagne. Probablement peu d'entre vous connaissent les éditions Merlin à Gifkendorf près de Hambourg. Depuis 67 ans, nous publions aussi des auteurs francophones renommés. En 1999, lorsque j'ai pris la relève à la tête de notre maison d'édition, j'ai proposé à mon père d'intégrer le roman Le Serment des barbares au catalogue. Ainsi, Boualem Sansal est devenu mon premier auteur chez Merlin. Dès les débuts, nous avons compris que cet écrivain exceptionnel, donc l'hommage littéraire et critique à sa terre natale, l'Algérie, ne cesse de défier les lecteurs tout en les invitant au dialogue, méritait le prix de la paix des libraires allemands. Cela semblait audacieux, mais en 2011, notre proposition a été retenue par le Conseil de la Fondation du Prix de la Paix. Souvent, j'ai accompagné Boualem traversant l'Allemagne. J'ai toujours perçu Boualem comme un démocrate éclairé, ouvert au dialogue avec tous, un intellectuel brillant, libre, pacifique et critique, qui ne se laisse pas instrumentaliser. Début octobre, Boualem m'a écrit avec joie que ses tournées de lecture en Allemagne allaient être désormais bien plus simples, puisqu'il résiderait en France. Dans Le Serment des barbares, Boualem écrit « L'histoire n'est pas l'histoire quand les criminels fabriquent son encre et se passent la plume. Elle est la chronique de leur alibi. Et ceux qui la lisent sans se brûler le cœur sont de faux témoins. À moi, à ma petite équipe et à ma famille, le cœur brûle. Ce qui arrive à Boualem depuis le 16 novembre est insupportable et inacceptable. Nous ne renoncerons pas à lutter pour la libération de Boualem Sansal. Permettez-moi maintenant d'ajouter un mot personnel au message de Katharina Mayer, en tant qu'auteur publié par les éditions Merlin, mais surtout en tant que traducteur de 3 romans de Boualem Sansal, après nombreuses pages de Jean-Paul Sartre. J'ai eu ainsi le privilège, mieux le bonheur, de bien connaître Boualem, de créer avec lui un véritable lien d'amitié.
Lors des nombreuses rencontres avec ses lecteurs dans des villes d'Allemagne, pendant lesquelles je l'accompagnais comme interprète, j'ai pu apprécier sa personnalité, sa simplicité, sa curiosité, son caractère ouvert, sa profonde humanité, mais aussi son esprit critique, ne ménageant aucun obscurantisme. Son expérience avec les fanatiques religieux de l'Algérie, son pays, et le vécu de sa première femme dans le régime autoritaire et antidémocratique tchèque se reflètent dans ses œuvres. Moi-même, citoyen de RDA pendant 40 ans, je sais par ma propre expérience ce qui signifie l'arbitraire d'un régime dictatorial, et j'apprécie d'autant plus la liberté sous toutes ses formes, surtout celle de penser, de s'exprimer, de créer. De plus, j'ai hérité de l'expérience de mes parents qui ont combattu le nazisme dès avant 1933 en Allemagne et poursuivi cette lutte dans la résistance en France. Je me joins donc de tout mon cœur et sans réserve à l'appel pour la libération de Boualem Sansal. Merci. On va l'entendre maintenant, cette langue de Boualem Sansal. J'appelle Rachel Kahn et un jeune comédien Erevan, mais avant ça aussi Karina Houssine. Est-ce qu'elle est là? La secrétaire générale de Gallimard, qui voulait lire un texte également, monter sur scène. Et j'en profite pour saluer également, et vous les avez évidemment reconnus, les dessinateurs Gorce et Rançon qui nous accompagnent pendant toute cette soirée. Rachel Kahn, essayiste, comédienne. Je le sentais. C'était irrépressible, inévitable. Quelque chose d'énorme allait se produire, aujourd'hui même, et changer le cours de ma vie et le cours du monde. L'angoisse qui m'épuisait depuis cette nuit fatidique allait exploser. Ce jour est arrivé. C'est un déchirement de se sentir tiraillé entre trois états. La vie, la mort et le non-être. La fiction et la réalité, qui échangeaient entre eux sur un mode abstrait, dépassant l'entendement humain. On regarde sans comprendre. Au-delà de nos frontières, nos pauvres mots nous permettent au mieux de nommer nos ignorances. Je pensais être le seul au monde à avoir vécu pareil événement, que je n'osais appeler cauchemar, parce qu'inquiétant, car il était aussi agréable et apaisant, et voilà qu'il concerne une autre personne, à 8 stations de métro de mon domicile, et pourquoi pas des milliers à travers le monde. C'est une loi de la physique. Dès qu'on sort du singulier, on entre dans le pluriel, dans le bazar du reproductible, à l'envi. Quelque chose me dit qu'il ne s'agissait pas de nous, des êtres éphémères et ennuyeux, mais de l'humanité et de son devenir et de son monde. Il y avait tant d'images entremêlées et de fulgurances dans mon rêve que j'en étais groggy. C'était un retour à l'enfance. On me préparait au processus vital de la vie, mais pour une autre vie. Emmagasiné pour apprendre, apprendre pour savoir, savoir pour comprendre, comprendre pour vivre et mourir. Le lendemain, dans ma cuisine, alors que je prenais un café pensif, j'ai dans un geste réflexe saisi mon feutre rouge et écrit sur le frigo J-780. Puis j'ai rectifié J-779, puisqu'un jour était passé. J'ai eu un pincement au cœur. Et il y avait du vrai dans cet impossible scénario. On se rapprocherait de quoi? Que va-t-il se passer dans ces
79 jours. Que va-t-il nous arriver? Depuis, chaque matin, j'actualise le compte à rebours et je me pose les mêmes questions. Et je nourris de sourdes angoisses plus compliquées d'un jour à l'autre. Comment raconter une histoire qui s'est déroulée dans un rêve, n'ayant aucune apparence de rêve, mais au contraire, qui ressemblait à une expérience de mort imminente, suivie d'un enlèvement symbolique par des extraterrestres. Boualem Sansal, vivre le compte à rebours. Merci. Je commence. Karina Houssine, qui va nous lire un texte de Philippe Claudel. Bonsoir à tous. Je suis en effet le porte-voix de Philippe Claudel de l'Académie Goncourt. Je vois que Pascal Bruckner est parmi nous. Et peut-être aurait-il souhaité dire quelques mots ou lire également. Toutes les institutions continue. Toutes les institutions se sont mobilisées, ont été très choquées, comme nous tous, au fond de leur cœur, par l'incarcération de Boualem Sansal. Amin Maalouf lors de la séance publique annuelle de l'Académie française, tout récemment, prononcé un discours vibrant en hommage à Boualem. Je souhaite, disait-il, que Boualem retrouve vite sa famille, ses amis et sa table d'écriture. C'est au tour de Philippe Claudel, président de l'Académie Goncourt, absent de Paris, mais avec nous, par la pensée, nous confier quelques mots. Ils ont tous deux en partage d'avoir publié en 1999, Meuse l'oubli pour Philippe, Le serment des barbares pour Boualem, et de là est née une amitié, et ils ont cheminé toutes ces années dans la plus grande estime pour le travail l'un de l'autre. Philippe nous dit, il y a les murs, il y a les portes, les serrures, les clés. Il y a l'espace contraint, le mouvement empêché. Il y a les amis, les visages, les lèvres, les cœurs au loin. Que tu ne peux que deviner, que tu ne peux qu'espérer. Et il y a eux, les autres, qui veulent t'assécher, te faire peur, te faire taire, te retirer du monde, t'étouffer dans leurs mains. Mais je sais que tout cela est vain, mon cher Boualem, et que là où tu es, malgré eux qui pensent te soumettre, te condamner au silence, éteindre tes mots, les réduire en cendres, je sais que tu es et que tu demeures écrivain à jamais et que tu écris dans ton cerveau. Tu ne cesses d'écrire dans ton cerveau, c'est-à-dire dans le seul lieu véritable de ton absolue liberté et dans lequel jamais, jamais ils ne pourront pénétrer ni régner en maître. Par cela, Boualem, tu n'es et ne seras jamais le prisonnier de ces autres. Par cela, Boualem, tu es, tu ne seras jamais leur prisonnier. Jamais, jamais, jamais. Continue, mon ami. Reste fort, droit et digne, comme je sais que tu es, toujours. Écris, 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 dans ton cerveau, le livre de demain. Le livre qui sera quand eux ne seront plus rien. Je t'embrasse et à bientôt, Philippe. Merci beaucoup. Je passe la parole à Jean-Marie Laclepstine, qui édite véritablement Boualem Sansal en direct, si j'ose dire, pour Gallimard. Oui, quelques mots juste pour d'abord partager avec vous l'émotion de vous voir si nombreux, l'émotion aussi d'entendre le nom de Boualem associé à celui d'Albert Camus. Je pense que c'est très important. D'abord, avec Catherine Camus, qui est une personne magnifique et qui lutte chaque jour pour que l'œuvre de son père continue de nous éclairer.
Et puis parce que pour Boualem Sansal, Albert Camus a toujours été le nom le plus important, la figure tutélaire qui l'a poussé vers ce qu'il est aujourd'hui. Il me racontait que quand il était encore directeur de l'industrie, il n'était pas du tout écrivain, il n'avait même pas idée de devenir écrivain, et il avait tanné, harcelé le président de la République pour qu'il donne à un grand lycée d'Alger le nom d'Albert Camus. Et Camus, c'est aussi la rue Darwin, cette enfance extraordinaire que Boualem raconte dans son roman rue Darwin, cette rue où la mère de Boualem a connu Madame Sintès, la mère d'Albert Camus. Il me racontait, moi je n'oublierai jamais le jour où j'ai reçu ce manuscrit d'un parfait inconnu qui s'appelait Le Serment des barbares, et c'était un roman c'est un grand jour dans la vie d'un éditeur quand on reçoit un manuscrit de cette qualité. J'étais totalement enthousiaste et c'était le début d'un très long compagnonnage avec lui, avec Antoine évidemment. Et c'est un très beau moment. Il me racontait que d'abord la littérature, pour lui, ça a d'abord été Rachid Mimouni, qui était son grand ami, un ami très intime, que lui, Boualem, poussait à écrire alors qu'il n'avait pas encore publié. Et tous ses efforts étaient d'une grande générosité pour que son ami finisse par publier un livre. Et puis, il y a eu la décennie noire, et il racontait comment, quand il était au ministère, le soir, très tard, il quittait le ministère et il fonçait sur l'autoroute à toute vitesse pour éviter les barrages, les massacres. Et quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'a pris d'écrire ce premier roman, comment c'est venu, il me dit, mais j'allais mourir. On massacrait à tout va en Algérie, des villages entiers. On les passait par le couteau et c'était mon jour, ça pouvait être le lendemain, je ne savais pas combien de temps j'allais vivre et il fallait que je laisse une trace. Et donc il a laissé cette trace qui est sublime, qui est une œuvre à la fois pleine de bonté et pleine de colère. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui soit habité à la fois par tant de douceur et tant de colère. Et c'est une colère contre l'injustice, contre la violence et contre la bêtise. Et Boualem continue de foncer sur ces autoroutes et il se bat pour nous. Et c'est à nous maintenant de nous battre pour lui. Merci. La parole à un jeune comédien. Erevan, c'est à vous. À Lambèze, pénitencier au passé chargé, au présent dont on ne parlera jamais assez dans les siècles à venir, la chape est inébranlable. Le bruit des clés, manipulé par des machines ambulantes aphasiques, ruisselantes de dures pensées, ne laisse place à rien de prometteur. Les cris, les râles, les trottinements, les silences d'aguets, les flambées de tout, les bourrasques méphétiques d'une journée absurde courent les couloirs pour annoncer que la nuit va reprendre son travail de sape. La nuit est une prison dans la prison. Dans les cellules, on se prépare au plus dur, dormir avant de sombrer dans la démence. Les vieux taulards ont leurs recettes, forgées par une longue expérience de la nuit blanche. Ils les cachent jalousement aux jeunes. Saurait-il les utiliser? La sagesse tirée d'une vie ratée est radotage pour qui voit l'avenir dans les étoiles. À force de braver les postulats du passé, les jeunes s'endorment en gesticulant. Dans son cinéma, on est libre de ses manies. Le remue-ménage des hommes prend fin, commence celui des rongeurs, des mille-pattes, des courtilières luisantes vomies en légion par les fausses d'Aisance, et celui des vampires attachés aux forteresses judiciaires médiévales comme fantômes à leur château. Lambès se fait ombre fuyante dans la nuit noire des Aurès, soufflet Kakoshim rythmant le silence des pierres. Le temps de dire une prière, le pèlerin hagard le voit disparaître au bout d'une piste défoncée, bête comme un jour sans lendemain, aux confins d'un plateau chauve vitrifié par un froid sibérien.
Dans la 517, l'oppression pousse à la confidence. La geôle détonne dans l'ordonnance générale, toute à la désinvolture, à la précarité, au cafouillage, à la provocation, aux guerres intestines, au repli et à la dissimulation tactique. Une pesanteur grandiose plane autour. Ne l'explique ni sa place à part dans le bloc des condamnés à mort, ni le fait qu'on y parle français, source d'avanie brutale et d'ennui chronique, ni le balai d'étranges voyageurs venant la visiter à tout bout de champ. Il tiendrait son parfum de tombe mystérieuse, de l'opacité irréprochable avec laquelle s'enveloppent les hommes d'Alger lorsque l'opinion internationale médusée regarde par-dessus leur épaule. Les virtuoses feintent comme ils respirent, ayant à l'effet plus de sourires angéliques dans leur sac à malice que de crimes impunis dans leur tiroir. Un Français y croupit en compagnie d'un criminel du cru, un tout venant imberbe du menton mais foisonnant de la tête. Ils passent le plus clair de leur pénitence à échanger des monologues non miscibles par nature, cherchant par là la communion salvatrice. Dans le malheur, on est autiste par prudence, on ne peut ajouter à sa peine celle de ses semblables, on dit ce qu'on veut bien dire, on tait sa vérité avec une méfiance se voulant d'abord réprobation, on ajoute avec le désir de convaincre. On dit pour se libérer. L'enfant fou de l'arbre creux, Boualem Sansal. Merci beaucoup. On va enchaîner avec une table ronde. J'appelle l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, l'historien Pierre Vermeuren, la journaliste Amariane Rachel Binas et l'enseignante qui a consacré la première thèse en France sur l'œuvre complète de Sansal, Lisa Morin. Et je vous prie de nous excuser parce que j'entends les gorges racler. Il y a pas d'acte de malveillance dans cette salle ce soir. Apparemment, c'est un problème de téléphone qui a grillé. Chacun un micro. Bien. Merci à tous d'être là. On va s'interroger sur cette arrestation. De quoi est-elle le nom? Quel est le message que nous envoient les Algériens à nous, Français? Quel est le message, bonsoir, qu'ils envoient à leur propre population? Pierre Vermeuren, je commence avec vous. Dites-nous, vous êtes historien, bien évidemment, vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur les dissidents du Maghreb, depuis les indépendances, chez Belin. Dans quelle mesure cette arrestation est une étape de plus franchie par Alger, Boualem Sansal à 75 ans, dans l'intimidation des dissidents? C'est pas les dissidents, je pense qu'ils sont la cible, c'est le peuple algérien. On a tendance, nous, à regarder cette affaire comme une attaque finalement contre la relation franco-algérienne, ce qu'est aussi ce phénomène, mais c'est d'abord un message, je pense, qui est adressé au peuple algérien, c'est-à-dire que une personnalité mondialement connue, reconnue, primée, récompensée pas seulement en France, on vient de le voir en Allemagne et dans bien d'autres pays, peut faire l'objet d'un enfermement arbitraire. Et donc, à partir de là, n'importe quel Algérien peut sentir sur le poids de ses épaules la menace et doit se taire finalement, parce que le message, c'est taisez-vous. Donc, l'écrivain qui est chargé de la parole publique, évidemment, reçoit ce message parce que c'est lui qui est en prison, mais tout le monde doit l'entendre. Et donc, je crois qu'il faut pas seulement prendre cela comme une affaire de relations internationales, ce que c'est aussi, mais aussi d'abord comme un effet de répression. Alors en plus, on s'en prend à une personne, je m'excuse, il a 75 ans, je ne sais pas pourquoi on le vieillit dans les médias, on écrit qu'il a 80 ans, et on connaît sa date de naissance, il a 75 ans. C'est la honte d'enfermer quelqu'un de cet âge. Ce n'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas un agitateur, ce n'est pas quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un de très pacifique,
Et c'est la chouma complète de mettre quelqu'un en prison. D'autant surtout que les gens qui commanditent cela sont des gens qui ont 80 ans pour le coup. Et donc c'est une absurdie. Je crois qu'on dirait ça en Algérie. C'est une absurdie. Mais c'est une absurdie dangereuse, malheureusement, et triste. Alors, vous parliez des dissidents. C'est vrai que c'est pas quelque chose ni de spécifique à l'Algérie, ni de nouveau. La dissidence, dès qu'il y a un État autoritaire, il y a de la dissidence. Sinon, il y a le silence. Et donc, la dissidence, il y a eu des générations de dissidents en Afrique du Nord, en Maghreb, qui n'ont pas intéressé toujours grand monde. Je crois que c'est pas une étape supplémentaire. Simplement, on a vu, il y a eu des événements qui se sont déroulés en Algérie il y a quelques années. Il y a eu le Hirak, et le Hirak a montré une immense, a fait se lever, bien évidemment, une immense espérance, une immense joie, une immense clameur. Et là, on est dans une problématique de la part de dirigeants qui veulent refermer la parenthèse, qui n'étaient pas très enchantés, qui auraient pu l'être. Et donc voilà, donc c'est pas une étape supplémentaire, c'est la suite d'un gouvernement autoritaire qui gère les choses avec une certaine régularité, une certaine efficacité, mais qui là est tombé sur un os parce que il y a eu beaucoup de dissidents enfermés. Il y en a même qui ont été abattus dans Paris ou ailleurs à certaines époques. Mais là, on a un homme très pacifique mis en prison, qui était présenté ou qui était certainement perçu à Alger comme ayant, enfin quand je dis Alger, je parle du pouvoir algérien évidemment, qui était perçu certainement comme ayant des mauvaises accointances, notamment à cause de ses propos très libres sur l'islam, sur les islamistes, et donc ça devait entraîner certainement sa mise à l'écart de la société parisienne, de la société des gens de lettres, de la société des gens du spectacle, et on voit que de ce point de vue-là, c'est un ratage. Et c'est vrai que comme nous, on n'a ni les moyens des États qui peuvent donner des coups de pied, qui peuvent négocier en sous-main, qui peuvent créer des rapports de force. La seule chose qu'on peut faire, c'est en parler. Et en soi, c'est déjà une énorme défaite pour les enfermeurs. Et je crois que c'est par ce biais-là qu'il va sortir, parce que au bout d'un moment, le prix à payer sera trop élevé. Merci. Le plus vite possible. Xavier Driancourt. Vous connaissez mieux que personne l'Algérie, et vous connaissez mieux que personne la difficulté de la diplomatie en Algérie et des relations entre notre pays et l'Algérie. On a l'impression qu'on a passé un cap de plus dans la crispation. Est-ce qu'en arrêtant Sansal, Alger nous envoie un message à nous, Français? Est-ce que la France est punie à travers cette arrestation de ces dernières prises de position? Oui, à travers l'arrestation de Boualem Sansal, c'est effectivement lui qui est pris en otage, mais également la France et ce que Boualem Sansal représente en tant qu'écrivain qui est libre de penser, d'écrire et de publier en français et de publier en France, comme Kamel Daoud qui est là d'ailleurs. Ce sont des gens qui sont libres de publier en France, mais qui sont interdits en Algérie, et les éditions Gallimard ont été interdites d'ailleurs au dernier salon du livre d'Alger. Mais je voudrais, au-delà de ça, rappeler juste un ou deux souvenirs personnels concernant ma relation avec Boualem en tant qu'ambassadeur à Alger. Et je suis sûr que François Gouillette, qui est dans cette salle également, partage ces mêmes souvenirs. Moi, il se trouve que j'ai rencontré Boualem Sansal la première fois en 2008 au Centre culturel français, qui s'appelait le Centre culturel, qui est aujourd'hui l'Institut français d'Alger. Et je voudrais dire que ces instituts français, ce sont en Algérie des lieux, les seuls lieux presque où les gens peuvent se rencontrer, parler librement, échanger, ou de différentes obédiences politiques, littéraires, de différentes sensibilités, on peut échanger librement. Et je suis étonné d'ailleurs de voir que parmi les reproches qui ont été faits jeudi dernier, lorsque notre ambassadeur a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères, pour une raison particulière, on reproche à la France. J'ai lu dans le Moudjahid de ce matin les reproches qui sont le compte rendu de cet entretien, où on reproche à la France de comploter contre l'Algérie,
d'orchestrer une campagne hostile au régime algérien et également de recevoir à l'ambassade des personnalités hostiles au régime algérien. Donc en 2024, cela va très loin comme accusation. Le deuxième souvenir que j'ai de Boualem Sansal, c'est lorsque le président de la République est venu à Alger. C'était le 7 décembre 2017. J'avais réuni autour du président Macron une dizaine d'écrivains, de journalistes, d'intellectuels, dont d'ailleurs Kamel Daoud. Et je me souviens que Boualem Sansal avait dit au président Macron, il lui avait dit nous sommes ici, vous avez devant vous les défenseurs de la liberté de penser et d'écrire, nous sommes les défenseurs de la langue et de la culture française et nous sommes des otages en Algérie. Monsieur le Président, ne nous laissez pas tomber. Donc ce soir, nous sommes là pour ne pas laisser tomber Boualem Sansal. Comment vous réagissez ? À tous ces oui mais qu'on a pu entendre. Comment vous réagissez ? Il y a eu vraiment, j'étais frappée de ça. Évidemment, c'est absolument insupportable que Boualem Sansal soit incarcéré, mais... C'est, comme vous l'avez dit vous-même, c'est très difficile, très compliqué d'être ambassadeur de France à Alger. On vous raccroche au nez, on ne vous prend pas au téléphone et les démarches sont extrêmement difficiles. Donc, je sais que pour mon successeur actuel, c'est très difficile. Rachel Binas, vous êtes la première journaliste à avoir révélé l'arrestation de Boualem Sansal. Peut-être qu'à ce stade de la soirée, on peut dire un tout petit mot sur ce que l'on sait, puisque on apprend ce soir qu'il y a un retour à l'hôpital. Est-ce que ça donne des raisons d'espérer ? Alors, je dirais plutôt que ce que l'on pense savoir, on va laisser les choses au conditionnel pour plus de sûreté. Selon les informations que l'on a, il aurait été changé. En fait, il passe de l'hôpital à la prison, de la prison à l'hôpital, et depuis hier, il serait en effet à l'hôpital, mais bien sûr sous le régime d'un prisonnier à l'hôpital. Les informations que l'on a sont maigres, sont compte-gouttes, et encore une fois, elles sont à prendre avec toutes les précautions. Françoise Imré, son avocat, aura l'occasion de nous en parler un petit peu plus tard dans la soirée, mais il est très difficile d'obtenir des renseignements. Il a à la fois des avocats en Algérie qui travaillent sous la peur, et il a un avocat en France qui n'a pas la possibilité, pour le moment en tout cas, de se rendre en Algérie pour pouvoir suivre son client, malgré les accords qui le permettent. Donc voilà ce que l'on a en l'état actuel des choses. Je dirais un petit mot sur l'âge, puisque je crois qu'on a le droit de parler de l'âge des hommes, en tout cas plus que de celui des femmes. Lorsqu'on dit 80 ans, c'est pas vraiment une erreur, ni 75. Il aurait été inscrit en fait à l'état civil à l'âge de 5 ans. Donc 75 ans, c'est de la coquetterie, mais on la comprend. 80 ans serait son âge réel, et j'insiste là-dessus parce que ça dit aussi de l'état de santé d'un homme de 80 ans qui est retenu dans une prison qui est certainement pas l'hôpital américain de Paris. Et vous vouliez nous dire ce soir que cette affaire Sansal vous a donné envie de nous rappeler une autre affaire, De Gaulle-Sartre. Exactement, un petit saut historique. En effet, on se dit, mais comment ne pas penser à l'affaire Sartre-De Gaulle. Quelques mots brefs là-dessus. 1960, De Gaulle a ces mots: on n'emprisonne pas Voltaire. On n'emprisonne pas Voltaire, c'est la phrase qu'il prononce en pensant à Sartre, que la justice française veut embastiller, parce que Sartre fait partie de ces intellectuels qui demandent une Algérie indépendante. En 2024, c'est en Algérie que se joue une scène similaire. On fait partie de ces héritiers, du moins une large partie certainement d'entre nous aujourd'hui, de ceux qui ont soutenu le combat du peuple algérien pour l'indépendance. Et c'est grâce à des intellectuels, en France, en Algérie, qui ont mis en œuvre le droit, la liberté de penser, que ce combat des Algériens a pu aboutir. C'est donc, la liberté, c'est un combat qui est cher et qui doit l'être tout autant en France
qu'en Algérie. Or, on se rend compte que en emprisonnant Sansal, l'Algérie prend le chemin inverse. En ce sens, Boualem Sansal nous rappelle ce qu'est la liberté, aussi bien en Algérie qu'en France, parce que vous l'avez tous vu ces dernières semaines, même en France, on s'est rendu compte que ce qui nous paraissait être des espèces de lieux communs, un consensus partagé de tous, n'en était pas. On a vu des réactions que l'on pourrait qualifier au moins de surprenantes, pour ne pas dire d'indécentes. Alors, j'ai toujours un peu de mal à définir l'indécence, mais même si je peine à la définir, je la reconnais quand je la vois, et là je l'ai vue. Et je pense qu'on a été beaucoup à l'avoir vue et l'avoir entendue, cette indécence-là. C'est une partie de la gauche, pas toute la gauche, j'insiste vraiment là-dessus, mais une partie de la gauche qui ne semble pas réussir à être à la hauteur de son héritage. Parce que son héritage, c'est aussi celui de ce qu'on appelle les intellectuels. Intellectuel, un mot qui est né au moment de l'affaire Dreyfus, pour parler de ceux qui se battaient contre les injustices. Et on a une partie de la gauche qui, aujourd'hui, semble rompre avec cet héritage-là qui est déterminant. Je conclurai là-dessus pour ne pas être trop longue, mais on doit tous souhaiter la liberté de Boualem Sansal, que l'on soit en France, que l'on soit en Algérie. C'est un combat commun et c'est un combat qui dépasse même les frontières de cette espèce de duel dans lequel on veut nous enfermer et qui ne doit pas l'être. C'est un combat qui va au-delà du couple franco-algérien. C'est le combat de tous. Je profite, avant la fin de ce premier tour de table, vous allez tous reparler, ne croyez pas que c'est fini, pour dire qu'on va prendre des questions de la salle, mais pour des raisons d'organisation, on va vous demander de les écrire et quelqu'un dans la salle viendra les récupérer. Il y a des feuilles de papier qui vont circuler, donc n'hésitez pas. On va terminer ce premier tour de table avec vous, Lisa Romain. Vous êtes professeure agrégée de lettres et je le disais tout à l'heure, vous avez soutenu votre thèse sur Boualem Sansal en 2018. C'est la première monographie sur l'œuvre de Sansal en France. Déjà, pourquoi lui? Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui vous a décidé d'écrire sur lui? Eh bien, j'ai découvert Sansal par hasard quand j'étais étudiante. Et c'était un vrai coup de foudre en fait. C'était pas le serment des barbares que j'y suis arrivée. Et j'ai été absolument bouleversée par cette traversée des enfers aux côtés de Larbi, le vieux flic intègre du serment des barbares, et par cette contemplation hallucinée. La citation est dans le roman. Et j'ai eu un coup de foudre et le livre m'a résisté. J'ai eu beaucoup de mal à le lire. C'est un texte qui est très résistant. La langue de Sansal est résistante et en plus, j'y connaissais rien du tout. Mais voilà, j'étais marquée et j'ai jamais oublié la fin, moi non plus, le cœur brûlé de Hamidi l'historien, le personnage, donc l'ami de Larbi. Ces derniers mots qui sont terribles, mais qui en même temps m'ont paru tout de suite ouvrir une sorte de chemin qui était à travers cette analogie entre le lecteur qui peut lire sans se brûler les yeux et Hamidi, l'historien, une implication du lecteur en fait. Et je sens vibrante quand vous nous en parlez ce soir. Oui, c'est vrai. Et en discutant tout à l'heure avec vous, vous m'avez dit, on connaît Sansal, ce côté touche à tout. Sansal, c'est l'ingénieur au départ, il a fait de l'économie. On parle de lui souvent comme le haut fonctionnaire, le combattant des Lumières. On connaît ces personnalités-là. Sansal est aussi un libertaire. Sansal est un hippie. Oui, ce qui révoque pas les autres facettes de l'écrivain, mais effectivement c'est une chose qui rappelle volontiers dans un texte par exemple qui s'appelle AG69 ou dans une série d'entretiens accordés à France Culture. Il avait une vingtaine d'années, donc je restais évasive dans les années 68 à Alger. Il était d'une génération libertaire, ni Dieu ni maître, faites l'amour pas la guerre, ce sont des slogans qu'il rappelle bien volontiers. C'est un inconditionnel de taureau qu'il mobilise dans le train d'Erlangen. Et ça, c'est un aspect qui est très clair, hein, c'est pas moi qui l'imagine, mais qui est étonnamment ignoré. Et pourtant, il est évident dans cette fameuse lettre d'amitié et de respect, de mise en garde au peuple de la Terre. Là, j'écourte un peu le titre, mais qui se termine sur une constitution universelle qui ressemble en fait d'une certaine manière dans son rapport à Dieu et au pouvoir, plus à Imagine de Lennon qu'à Voltaire en fait. Hein.
Et c'est intéressant de voir que c'est un discours qu'on ne reçoit pas tellement parce il nous paraît ringard. Et le Sansal lui dit lui-même de façon très amusée dans Vivre, son dernier roman, on nous prend pour des Rastafari millénaristes par l'intermédiaire de son narrateur. Et c'est pas recevable. Donc en fait, l'une de ses intentions, c'est de resémantiser cette pensée pour qu'elle soit recevable, parce que c'est quand même dommage que tout ça apparaisse comme des poncifs niais. L'idée qu'il faut faire la paix, qu'il faut s'unir, que l'union fait les forces. Donc comment est-ce qu'on peut resémantiser ça et faire en sorte que ce soit pas des poncifs niais, voire même qu'on réussisse le tour de force de fasciser ça, quoi. Il a beaucoup écrit aussi sur la peur d'être incompris, la peur d'être mal lu. Il y a cette collaboration exigeante entre l'auteur Sansal et son lecteur. Oui, lire Sansal. Ironie du sort. Oui, ironie du sort, c'est ce qui s'ouvre effectivement dès le sermon. C'est une vraie quête initiatique de lire Sansal. C'est comme ça lui-même qu'il définit lui-même. Le lecteur, c'est un partenaire. Mais être un partenaire, c'est pas donné, donc c'est pour ça que sa langue est résistante aussi. Hein. C'est un lecteur Sansal cherche à construire une figure de lecteur idéal avec lequel former une communauté intellectuelle, et ce lecteur, il doit s'impliquer. C'est la seule façon en fait de sortir des impasses du discours engagé, même quand notre engagement nous paraît juste et évident. Il faut une implication du lecteur en fait. Et donc un lecteur qui est actif, qui est vigilant, qui est curieux, et surtout pas passif, naïf ou orgueilleux avec des attentes, des biais, etc. Et ça, c'est pas seulement parce qu'il adore l'alchimie et l'ésotérisme, c'est aussi parce que c'est un enjeu démocratique. Le lecteur, c'est un citoyen, et donc s'il repousse les textes sous prétexte que c'est ennuyeux, que c'est une espèce de masse un peu hostile et tout ça, il va pas pouvoir faire ses choix en connaissance de cause. Et donc il y a un aspect passionnant de l'esthétique sansalienne où il tend vraiment des pièges de lecture, des petits pièges. Mais alors, et puis c'est assez drôle parce que c'est aussi quelqu'un de très drôle. C'est un aspect qui est pas très mis en valeur, mais vous allez lire des reproductions de comptes rendus pénibles, puis au milieu il y aura un glissement. Enfin voilà, un petit piège où un personnage va changer de prénom. Ou, voilà. Donc voilà. Bon, en tout cas, vous nous avez donné envie de le lire. L'esthétique sansalienne. Je connaissais la stendhalienne, maintenant la sansalienne. Wow, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. Pierre Vermeuren, l'historien et le connaisseur de l'Algérie, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Est-ce qu'on peut tout dire? Non, et je crois que ce serait contre-productif. La seule chose qui compte, c'est d'obtenir la libération de cet écrivain. Tout dire, les États n'arrivent pas à dire tout. Alors, c'est pas nous. Enfin, on peut le faire en tant qu'intellectuel pour se faire plaisir. On peut le faire parce que c'est intéressant. Mais je crois que là, l'objet, c'est vraiment libérer et sortir des geôles cet homme qui a 1000 mérites et qui ne mérite pas. Si vous voulez, tout à l'heure, je crois que c'est un des éditeurs qui a fait la liste des écrivains qui avaient eu maille à partir. Ils ont oublié Mahfouz, qui a été poignardé après son prix Nobel. Alors là, c'est un acte évidemment individuel qui remonte de l'inconnu. Bon, là, on a un pouvoir qui a mis quelqu'un de très connu en prison. On sait où il se trouve. C'est ridicule parce que c'est vrai qu'on peut imaginer tout. On peut imaginer qu'on vit dans un monde que l'on connaît, qu'il y a des pressions à la fois qui remontent de la part des islamistes, qu'il y a des pressions qui remontent des Russes, qu'il y a cette volonté d'exemplarité, enfin de choisir un exemple pour le pire. Mais voilà, oublions cela, oublions la géopolitique. Il y a un écrivain en prison. On n'emprisonne pas Voltaire. Je crois que c'est la phrase de la soirée, et voilà, et tout le reste est ridicule. L'Algérie, c'est pas l'Union soviétique, on n'est plus à l'époque de la guerre froide, des choses se faisaient dans les années 60 ou 70 ne sont plus possibles aujourd'hui, ou alors très très loin des caméras. Là, ils ont choisi vraiment de mettre cette arrestation sur le devant de la scène française, algérienne, méditerranéenne, européenne. Il faut compter sur les autres Européens aussi. C'est vrai que il y a une maladie franco-algérienne, psychiatrique et psychologique très ancienne, très profonde. Il faut ouvrir au maximum le champ et il faut demander à tous nos amis italiens, espagnols, allemands, britanniques d'intercéder parce que leur voix, à certains égards, sera plus efficace que la nôtre, qui passera, qu'on le veuille ou non,
pour un certain nombre de propagandistes comme la poursuite d'une guerre qui s'est terminée il y a 70 ans. Bon, c'est ridicule. Voilà, donc je crois qu'il faut rester ciblé sur l'essentiel, c'est la sortie de cet écrivain. Merci. Xavier Driancourt. Oui. Il se trouve que je suis le dernier à avoir vu Boualem Sansal, puisque j'ai dîné avec lui quelques heures avant qu'il reprenne l'avion pour Alger. Il ne s'attendait pas du tout à être arrêté à son arrivée à Alger, parce qu'il expliquait lui-même qu'il avait fait des allers-retours régulièrement entre la France et l'Algérie, et qu'en quelque sorte il était protégé par sa notoriété. Mais je crois qu'il sous-estimait à la fois la force, la puissance et l'arrogance et même la bêtise, j'allais dire, de ce régime algérien qui l'a arrêté à son arrivée et qui aujourd'hui finalement s'est piégé lui-même. Parce que comment sortir de cette impasse? Le régime lui-même s'est piégé pour vous? Mais oui, l'Algérie ne va pas. L'Algérie a pris Boualem Sansal en otage, a pris la France en otage d'une certaine façon, parce que c'est la réponse à la reconnaissance du Sahara, etc., et du voyage au Maroc du président de la République et de la dégradation des relations franco-algériennes. Mais est-ce que la France va faire marche arrière sur le Maroc et sur le Sahara? Donc l'Algérie s'est piégée elle-même. Comment va-t-elle se sortir de cela maintenant? Il va y avoir une pression internationale, il faut qu'elle continue, et l'Algérie n'aime pas être montrée du doigt dans les instances internationales, que ce soit à l'ONU, au Parlement européen ou à la Commission européenne des droits de l'homme. Donc en ciblant Sansal, vous pensez que le régime, même si aucun intellectuel critique n'est à l'abri, a sous-estimé finalement à qui il s'en prenait et au soutien que nous allons il faisait construire. Régulièrement des allers-retours entre Paris et Alger depuis 10 ans et apparemment et pour l'instant il ne lui était rien arrivé. Kamel Daoud le raconte toujours en disant le dernier voyage. Attention au dernier voyage. Oui. Vous avez des questions à ce stade ou pas? Ah, il y a un gong. Deux questions. Bah écoutez, par écrit, mais il faut qu'elles nous arrivent. Ou c'est moi qui parle, c'est moi qui les transmets par le micro? Je veux bien vous passer mon micro. Qui a une question? Ils arrivent, les papiers arrivent. Oula, oui. D'accord. Bon, on va faire cette série de questions, puis ensuite on passera aux intervenants pour la conclusion de la soirée. Quelles actions, le silence mais aussi la passivité, ouvrent la porte au totalitarisme? Quelles actions, Monsieur l'ambassadeur? Ce qui est fait ce soir est une action importante et il faut se mobiliser parce que, encore une fois, l'Algérie n'aime pas être montrée du doigt. Je crois qu'on l'a bien compris. Le salon du livre d'Alger, où Gallimard a été exclu, évidemment, Kamel Daoud aussi. Pourquoi les autres éditeurs ne se sont pas solidarisés de Gallimard? Alors, il y a eu, alors je parle sous le compte, en se retirant du salon. Alors, est-ce qu'on parle des éditions françaises? Parce qu'il y a eu un appel des syndicats de la Société des éditeurs français et l'appel a été lancé, justement, l'appel à la solidarité et à une réaction commune de faire bloc, c'est-à-dire de ne pas s'y rendre. Alors, il y a certainement certains ouvrages qui ont pu se retrouver, des ouvrages d'édition française par-ci par-là dans le salon, mais normalement, il y avait cette solidarité-là qui avait été mise en œuvre. J'ajoute que ce n'est qu'un détail, mais qui dit quand même du contexte sur place, c'est que certains stands ont quand même été fouillés en Algérie lors du salon pour voir notamment si le livre Ouriz de Kamel Daoud ne s'y trouvait pas. Donc c'est-à-dire que l'interdiction n'a pas été suffisante. Il a fallu en plus fouiller pour être certain que, comme au marché noir, il ne se trouvait pas un de ces dangereux livres. Oui, mais il circule par voie électronique. Question sur les partenaires. C'est une soirée ouverte avec
plusieurs médias, et c'est un comité de soutien international qui vise à être élargi. Shmona s'étonne de l'absence de certains médias de gauche. Rachel Binas de Marianne. Non, il faut avoir, comme on dit en arabe, le bon soupçon. Certains n'ont pas manifesté, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils n'ont pas eu envie d'être partenaires. Tout ça. Non, je vais être honnête. Non, s'il vous plaît, on est en France, hein. On n'est pas en Algérie. J'ai ma liberté d'expression quand même. Il y a un appel qui a été lancé, mais je vais être honnête avec vous et je vais rien vous cacher. Ça s'est fait extrêmement vite. Ça s'est fait extrêmement rapidement. Je ne vous mens pas, je cherche à défendre personne. Je suis journaliste à Marianne et Marianne est partenaire comme le point de l'événement, donc je n'ai aucun intérêt à vous mentir. Vraiment, on a organisé ça de manière artisanale, mais j'espère néanmoins professionnelle, en tout cas efficace, et vous en êtes la preuve aujourd'hui si vous êtes là. Mais c'est allé extrêmement vite, et on a essayé, voilà, de réunir toutes les forces qui se sont manifestées, mais vraiment, on vous l'a dit au début, et il faut vraiment le garder à l'esprit. C'est pas un sprint là, c'est un marathon. Oui, il y a certains titres qui se sont manifestés pour le coup et qui m'ont dit là, on n'a pas les moyens d'être là, mais s'il vous plaît, dès janvier, on lance des actions avec vous. Donc attention. Qu'on ne soit pas aussi excessif que les excès que l'on reproche de l'autre côté. S'il y a des gens qui se manifestent, même dans une semaine, dans un mois, il faut prendre, pas pour nous, parce que c'est plus une affaire d'ego, mais pour Boualem Sansal. Il y a beaucoup de questions sur quelles actions mener. Ça sera la dernière parce qu'on va devoir conclure. Et cette dernière question, elle est pour vous, Xavier Driancourt. Que doit faire le gouvernement français? Doit-il rester discret? Quels sont ses leviers d'action? Peut-on bloquer les avoirs de certains dirigeants algériens? C'est au gouvernement qu'il faut poser la question, mais pas à moi. Je peux seulement imaginer les difficultés de la tâche. Merci beaucoup. On s'arrête là parce que vous allez voir, la soirée n'est pas terminée. On va accueillir maintenant les discours de conclusion. Merci infiniment, Pierre Vermeuren, Xavier Driancourt, Rachel Binas et Lisa Morin. Je reprends mes petites notes et mon petit programme. Je sais que je vais appeler tout le monde, tenez. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre, va nous rejoindre. On va appeler toutes les dernières interventions en même temps. Natacha Polony, Étienne Gernel. Je suis un peu seule sur cette scène. Allez. Gilbert Albergel pour le comité Laïcité République, Bernard Cazeneuve, s'il est dans la salle, Françoise Imray, l'avocat de Boualem Sansal, et on terminera avec la conclusion de l'ancienne ministre Noëlle Lenoir. Venez, allez, bonsoir à tous. Allez. Jean-Michel Blanquer va ouvrir cette séance conclusive, on va l'appeler comme ça. Jean-Michel, la parole est à vous. Bien, merci beaucoup. Je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir. C'est évidemment une victoire pour Boualem Sansal. C'est aussi le signe que la question de la liberté d'expression doit encore nous mobiliser. Je voudrais souligner ce qu'a dit la dame qui a parlé tout à l'heure et qui a fait sa thèse sur Boualem Sansal lorsqu'elle a dit il faut resémantiser. Je crois que c'est très juste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas banaliser les atteintes à la démocratie, les atteintes à la liberté. Il n'y a rien de ringard à défendre la liberté d'expression, c'est une cause éternelle. Et moi, quand je vois Kamel Daoud ou quand je voyais Boualem Sansal, et je me le dis aujourd'hui, j'ai l'impression de voir Voltaire, j'ai l'impression de voir Diderot, et je suis certain, c'est l'optimisme que je veux cultiver, que dans quelques dizaines d'années, dans quelques temps, je ne sais pas quand, mais ils seront considérés comme les Voltaire et les Diderot d'Algérie. Et puis, et je salue Kamel Daoud avec beaucoup d'affection et d'admiration. Je voudrais dire aussi, et ça a été dit, je voudrais le souligner et surtout l'illustrer, qu'il est très important d'élargir la mobilisation. C'est ce qu'on a essayé de faire avec tous les organisateurs et avec les jeunes du laboratoire de la République. L'internationalisation, ça a été dit, d'une part, la mobilisation des jeunes, d'autre part. S'agissant de l'internationalisation, j'ai commencé un petit travail qui s'ajoute à ce qu'on a entendu vers l'Amérique latine, qui m'est particulièrement cher.
Et je voudrais vous annoncer ce soir que 30 écrivains latino-américains, parmi les plus renommés, les prix Cervantes, je vais en citer quelques-uns que j'ai là, je vais pas vous citer tous pour ne pas être trop long, mais dès demain, dans différents organes de presse latino-américains, comme El Espectador en Colombie, comme d'autres journaux latino-américains, il y aura la déclaration suivante. Nous avons appris avec consternation la détention arbitraire de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Cette détention est arrivée le 16 novembre dernier lors de son arrivée à l'aéroport d'Alger en provenance de Paris. Nous, écrivains d'Amérique latine, désapprouvons cette attaque flagrante contre la liberté de conscience et la liberté d'expression. C'est avec des paroles et des arguments, pas avec la prison, que l'on peut répondre aux mots. Boualem Sansal a 80 ans. Son unique faute est d'avoir exercé sa liberté de pensée et d'expression au travers de romans, d'essais, de déclarations, s'occupant comme il se doit de temps en temps de son pays, l'Algérie. Nous demandons aux autorités algériennes la libération immédiate de notre collègue Boualem Sansal. Cette déclaration est signée j'en cite 3 ou 4 pour que vous voyez, Sergio Ramirez du Nicaragua, Rafael Gunmucho du Chili, Jorge Volpi du Mexique, etc., etc. 30 écrivains latino-américains. Je pense que si nous faisons ça dans chaque région du monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, dans les Amériques, cette mobilisation internationale est indispensable et on retrouve cette volonté que l'on a toujours vue dans d'autres époques des écrivains, d'être solidaires des autres écrivains. Et derrière les écrivains, c'est évidemment tous les citoyens qui sont concernés. Et puis la deuxième mobilisation indispensable, c'est celle des jeunes. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Chaque fois que la liberté est en jeu, c'est dans les universités, dans les écoles, partout, que l'on doit mobiliser la jeunesse. Et là aussi, je voudrais le dire, il y a parfois d'autres forces qui travaillent la jeunesse, des forces qui déguisent des causes progressistes qui déguisent en causes progressistes des causes qui ne le sont pas. On l'a vu malheureusement effectivement avec les citations de certains leaders d'opinion ces derniers jours. Vous voyez tous de quoi je parle. Il faut évidemment une contre-offensive culturelle. C'est pour ça que nous encourageons partout la création de comités de soutien à Boualem Sansal, dans les universités, dans les écoles. Nous appelons la jeunesse à ça. Tout à l'heure, vous avez vu un magnifique jeune comédien qui vous a lu du Boualem Sansal. Il fait partie du laboratoire de la République. Et Revan, comme d'autres, comme ceux qui ont contribué à organiser cette soirée, et ils vont contribuer à mobiliser la jeunesse. Donc nous devons avoir la jeunesse de France mobilisée pour Boualem, c'est-à-dire pour la liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais demander à l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve de s'exprimer à son tour. Bernard Cazeneuve. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous dire le très grand plaisir que j'ai de vous voir si nombreux dans cette salle pour une cause qui est une cause juste, qui devrait nous rassembler largement par-delà nos sensibilités, car finalement, c'est moins de politique dont il s'agit lorsque l'on se bat pour la liberté d'expression et pour la libération d'un intellectuel qui est injustement emprisonné, mais pour des valeurs que nous avons en partage, qui renvoient à ce qu'est fondamentalement l'universalisme français et à ce que nous sommes comme nation, une et indivisible par-delà ses composantes, autour de ses principes et de ses valeurs. La France n'est pas un pays comme les autres. Il a porté par-delà ses frontières, très souvent dans le temps long de son histoire, la liberté. Il a porté comme une ambition, non pas comme une ambition qu'il entendait imposer à d'autres nations, mais qui imposait d'autres nations lorsqu'elles cherchaient pour elles-mêmes le chemin de la liberté, y compris d'ailleurs les plus grandes de ces nations. Et dans l'histoire complexe qui nous lie à l'Algérie, la question de la liberté est finalement ce qui nous lie comme peuple. Nous avons été par l'universalisme français, par la philosophie des Lumières, par le travail des intellectuels, ce grand peuple qui a porté la liberté comme un étendard et qui en a fait l'une des valeurs fondatrices, comme la laïcité d'ailleurs, de la liberté et de l'universalisme français. Et lorsque les Algériens ont décidé à un moment de leur histoire et en s'opposant
au gouvernement de la France de chercher les chemins de la liberté, beaucoup des intellectuels qui inspiraient leur mouvement sont allés puiser ou creuser des valeurs qui avaient inspiré notre universalisme. Et c'est la première chose que j'ai envie de rappeler au gouvernement algérien, c'est que dans l'aspiration à la liberté, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a pu inspirer à certains moments de notre histoire commune, tumultueuse et conflictuelle, nos relations, il y avait cette aspiration à la liberté. Et qu'il est du devoir de ceux qui sont nés dans cette aspiration historiquement de ne pas opposer le déni de la liberté à ceux qui, dans leur peuple, légitimement y aspirent. Et on parle beaucoup de réconciliation. La réconciliation, elle passe peut-être par le travail mémoriel, mais elle passe aussi par une réflexion qui doit être profonde sur ces moments de l'histoire qui nous ont unis les uns aux autres et sur les valeurs qui ont pu à un moment les inspirer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quelle que soit la sensibilité des intellectuels de notre pays et de ceux qui, par la presse, contribuent à véhiculer des idées, on est quand même légitime à souhaiter que, par-delà ce que sont leurs opinions, leurs positionnements sur les questions généralement petitement françaises, ils veulent bien quand même se mobiliser tous pour la liberté d'un intellectuel emprisonné. Ce fut souvent ce qui nous permit d'engranger de belles victoires lorsque la liberté était en cause. Et je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de voix unies, fortes, rassemblées, pour dire leur indignation de cette remise en cause de la liberté de Boualem Sansal, comme s'il était légitime sur ces questions d'exprimer ne serait-ce qu'un peu de gêne. Il n'y a pas de gêne à avoir. Il n'y a pas de gêne à avoir parce que tous dans cette salle, et je suis convaincu beaucoup de nos concitoyens au-delà de cette salle, peinent à imaginer qu'on puisse retenir à la fois son cœur, son esprit, son verbe, ses convictions, lorsqu'il s'agit de faire sortir d'une prison un intellectuel qui s'y trouve injustement, simplement parce qu'il a décidé à un moment de sa vie, et peut-être, pour ce qui le concerne incontestablement, tout au long de sa vie, d'exprimer librement ce à quoi il croyait. Enfin, la dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de petits efforts à faire lorsqu'il s'agit de permettre à ceux qui ont perdu leur liberté de la retrouver. Ils ne la retrouvent généralement pas seuls. Il faut de vastes et amples mouvements humains, intellectuels, qui soient suffisamment pertinents dans les arguments qu'ils convoquent, suffisamment forts dans l'évocation de l'histoire qu'ils invitent dans leur combat, pour faire en sorte que ceux sur lesquels la pression doit légitimement s'exercer éprouvent à un moment donné suffisamment de malaise, y compris dans la relation avec leur propre peuple, pour faire mouvement. Et donc, il nous appartient à chacun de faire ce mouvement, d'enclencher cette action, de trouver en nous le temps nécessaire, la force utile pour porter des messages qui iront jusqu'à Boualem et jusqu'à ses geôliers, pour faire en sorte qu'ils nous retrouvent demain là où nous sommes. Peut-être que nous puissions le retrouver là où il est, avec la grande satisfaction de la liberté et au cœur le grand amour que nous avons de l'universalisme français, qui est finalement ce lien qui unit les peuples les uns aux autres, par-delà leur histoire et par-delà ce qui les divise. Et pour ce qui me concerne, comme on a eu l'extrême gentillesse de me laisser un peu de temps par les temps qui courent, je consacrerai toute mon énergie à vous accompagner dans ce combat. Merci beaucoup. Je vais appeler à présent les médias qui sont à l'origine de cette soirée, à l'initiative. Natacha Polony, la directrice de la rédaction de Marianne. Bonsoir. Beaucoup de choses ont été dites ici pour exprimer le fait que nous sommes ici pour vaincre la fatalité. Alors c'est vrai qu'il n'est pas certain
que notre présence ici serve à autre chose qu'à nous dire qu'au moins nous aurons fait ce qui était en notre pouvoir et que pour sortir de sa solitude, un homme isolé dans une geôle, retiré du monde par l'arbitraire, nous aurons fait nombre. Ça peut sembler dérisoire sans doute, mais en fait, nous l'avons compris ce soir, rien ne serait plus terrible que le silence, rien ne serait plus abject que l'acceptation. Ce qui s'est passé il y a tout juste un mois nous regarde tous, non pas parce que nous devrions tous partager les idées de Boualem-Sansal ou nous reconnaître dans chacun de ces mots, c'est pas le sujet. Ce qui nous regarde, nous, citoyens de la République française, c'est le fait qu'un écrivain ait été arrêté pour le seul crime d'avoir écrit des livres et porté des idées. Ce qui nous regarde, c'est qu'un pouvoir politique considère que sa préservation passe par l'incarcération d'un homme de 75 ans, alors peut-être 80, nous a dit Rachel Binas, qui a eu le mauvais goût de porter la plume dans la plaie, ce qui est le devoir, la vocation de tous les écrivains, non pas par plaisir de la provocation, non pas pour susciter des haines ou poursuivre quelque but politique que ce soit, mais pour dire ce qui lui semblait être le vrai et le juste. Les accusations de la presse algérienne qui parlent de la France macronito-sioniste, mobilisée pour Boualem-Sansal, et d'un courant haineux contre l'Algérie nous démontrent à quel point cette arrestation relève, ça a été dit ce soir, de la prise d'otage. Car faut-il le préciser, je pense que nous reflétons ici toutes les nuances idéologiques possibles quant à l'histoire complexe qui unit, qu'on le veuille ou non, la France et l'Algérie. Alors, néocolonialisme, vraiment. J'ai pour ma part écrit à plusieurs reprises que la France, sans sombrer dans une quelconque repentance, devrait acter qu'il y a eu des atrocités commises en Algérie, que le principe même de la colonisation est la négation des idéaux de la Révolution. Et je me sens, comme beaucoup ici, autorisée à simplement demander quel rapport avec Boualem-Sansal. Néocolonialisme, mais quel rapport avec l'arrestation d'un écrivain pour délit d'opinion? On a bien compris que cette arrestation intervient dans un contexte géopolitique spécifique, ça a été dit. Alors que la France est sortie de l'équilibre diplomatique qui était jusqu'à présent le sien quant à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors que les conséquences du massacre terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 et de la destruction de Gaza par l'armée israélienne tendent les relations, permettent toutes les instrumentalisations. Il est tentant pour un pouvoir qui ne sait plus parler à sa jeunesse, ni lui offrir un horizon, de chercher des boucs émissaires. Et de même, il est tentant, de ce côté-ci de la Méditerranée, d'inféoder à tel ou tel camp un écrivain, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a jamais cherché à complaire à qui que ce soit, ou à se ménager des alliés. L'époque, nous le savons tous, est aux assignations. Choisis ton camp, camarade. On a donc vu ces derniers temps, ça a été dit ici, des indignations à géométrie variable, des justifications douteuses, comme si le droit et la justice ne devaient s'appliquer que pour ceux que nous situons dans le camp du bien. Comme si le fait d'avoir donné un entretien à tel ou tel journal, d'avoir professé un peu trop fort sa défiance envers les religions, signait une quelconque culpabilité. On a vu ces derniers jours des intellectuels français se contorsionner curieusement face à l'inacceptable. C'est une habitude de plus en plus répandue de regarder avant de s'engager non pas la justesse de la cause, mais l'identité de ceux qui la soutiennent. Et de l'autre côté du champ idéologique, évidemment, c'est une habitude aussi de prendre une figure comme étendard quitte à simplifier sa pensée. Gardons-nous de ces nouvelles guerres de religion. La détention de Boualem-Sansal est inique pour quiconque est attaché à la liberté, comme l'était celle de Julian Assange pour quiconque est attaché au droit d'informer. Et c'est précisément la raison pour laquelle le journal Marianne a immédiatement répondu présent quand il s'est agi de s'associer à cette soirée. Parce qu'un journal qui porte le nom de la République et qui s'est toujours battu contre toutes les résurgences modernes des guerres de religion, contre leur inévitable déclinaison, la guerre civile, ne pouvait que s'élever pour défendre les principes les plus élémentaires proclamés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et plus encore un journal qui, après l'événement du jeudi dont il a pris la suite, a documenté la décennie noire algérienne, alors que de ce côté-ci de la Méditerranée, certains s'ingéniaient à renvoyer dos à dos les islamistes et l'armée algérienne, refusant de comprendre déjà la nature de l'islamisme et sa propagation par les réseaux wahhabites et les frères musulmans. La loi de la concorde nationale, que les autorités algériennes reprochent, par exemple, à Kamel Daoud d'avoir enfreint, n'est pas une loi de guérison si elle ne sert qu'à effacer le processus qui a conduit au massacre de 150 000 Algériens. Porter la plume dans la plaie, revenir sur ce passé qui ne passe pas, c'est le plus beau sacrifice que des écrivains algériens peuvent faire à leur patrie.
Le journaliste et poète Tahar Djaout, assassiné le 2 juin 1993 par les islamistes, écrivait « Le silence, c'est la mort. Et toi, si tu te tais, tu meurs. Et si tu parles, tu meurs. Alors parle et meurs. » Boualem Sansal n'a jamais cessé de parler et il doit, plus que tout, continuer. Car oui, le silence, c'est la mort. Merci. À Étienne Gernel de se saisir du micro, le directeur du Point. Non, j'en ai pas vu beaucoup d'entre vous prendre des notes ce soir, je l'ai fait pour vous. J'ai retenu une phrase en particulier, une phrase prononcée tout à l'heure par Kamel Daoud. Un jour, la prison de Sansal sera la nôtre. Alors c'est bien dit, mais c'est tellement vrai, c'est évident, c'est tellement bien dit, c'est du Daoud. Mais pardon Kamel, sur ce coup-là, c'est évident. On le sait très bien que la défense de Boualem Sansal, c'est défendre notre liberté. J'ai retrouvé un autre écrivain, Mario Vargas Llosa, qui disait à peu près la même chose, disait à quoi sert d'écrire ? À se rappeler qu'aucun pays, aucun peuple n'est à l'abri de la dictature. Alors tout ça, c'est assez évident, et pourtant, ça a été dit plusieurs fois, par Rachel Binas, par Natacha Polony, par Bernard Cazeneuve également. Ça tremblote en France un petit peu quand même. Ça tremblote un petit peu dans notre monde politico-médiatique. Tout le monde n'est pas très allant, tout le monde semble avoir il y a des gens qui semblent avoir un peu peur, et ici on est très nombreux ce soir, ça fait chaud au cœur, on se tient chaud, ça fait un bien fou, et donc merci encore aux organisateurs d'avoir fait tout ça. Mais si on est tous là ce soir, il y a peut-être une raison aussi, c'est qu'on s'est tous sentis un peu seuls à un moment ou à un autre, on s'est tous sentis un peu isolés en disant on n'est pas très nombreux sur ce coup-là, pas aussi nombreux qu'on aurait voulu l'être. Qu'est-ce qui se passe ? On s'est souvent interrogé là-dessus. Natacha en parlait, on s'est interrogé au Point aussi, avec Valérie Toragnan, qui est là, qui est la directrice de la rédaction, et qui a porté ce combat beaucoup au Point. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et alors, il y a une explication quand même à ça qui est quand même assez intéressante. Il y a un papier qui vient de sortir de Yascha Mounk, que je vous conseille, et qui se penche sur un cas très particulier, c'est comment se forme le conformisme, par exemple, chez les journalistes. Et il parle d'un nouveau concept qui s'appelle le dinérisme. Les gens, ils ont besoin de validation dans les dîners, chez leurs amis, de savoir est-ce qu'ils vont être bien vus, est-ce qu'on va pas leur poser des questions gênantes, est-ce qu'on va pas les remettre en cause. Et donc ce dinérisme, ça tient qu'à nous, de nous battre en public, dans les cercles privés autour de nous, en faire parler, c'est pas si compliqué. Parce qu'il y a les rageux, les rageux, on en a parlé un petit peu aussi, ils existent. Mais finalement, le vrai sujet, c'est de convaincre tout le monde que non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je pense que c'est Bernard Cazeneuve qui disait ça. Au contraire, il faut sortir. Et il faut sortir et il faut dire ce qu'on pense. Évidemment, la force de Boualem Sansal, c'est que lui, il s'en fiche complètement du dinérisme. Et en général, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles peut-être il se trouve en prison aujourd'hui, c'est que là, il a toujours dit ce qu'il pensait et qu'il s'en fichait complètement de ce qu'on pensait de lui. Et donc ce soir, je dirais deux choses très simples. Un, je pense que tout le monde partage ça, nous sommes tous Boualem Sansal. Et deux, pour le sortir de prison, il faut être peut-être même un peu plus Boualem Sansal. Merci beaucoup. Le président du comité Laïcité République, Gilbert Abergel. Merci et bonsoir. Quelques minutes pour vous parler de Boualem Sansal, un laïc universaliste, un républicain. Depuis le début des années 2000, nous cheminions avec Boualem. Il participait aux cérémonies de remise des prix de la laïcité, il participait au jury, jusqu'en 2018, où il reçut lui-même ce prix international de laïcité, récompense qui fut attribuée par la suite à Kamel Daoud, que je salue. J'ai vu aussi d'autres amis qui ont reçu ce prix, Richard Malka, Florence Bergeau-Blaclair, Fadila Maroufi, Rachel Kahn, qu'ils soient salués. Je me souviens de son air embarrassé, souriant et presque gêné de recevoir cette distinction pourtant méritée. Il avait ce visage que certains d'entre vous connaissent, presque enfantin, très gêné, et se demandant ce qu'il faisait là. Alors il prit la parole. Ce sont ces mots. C'est ma voix, mais ce sont ces mots. Je le sais, et j'en tire une fierté d'autant plus grande
votre geste dépasse ma personne. Il honore et encourage toutes celles et tous ceux qui, dans nos pays, l'Algérie et le Maghreb plus largement, se battent durement pour faire avancer l'idée que la laïcité est un chemin de liberté et de paix, de progrès et d'ouverture, qui n'interdit ni la tradition ni la religion. Au contraire, le respect qu'elle voue à toutes les croyances les protège également et leur ouvre, au surplus, des perspectives nouvelles d'épanouissement. Une croyance est d'autant plus forte et agissante qu'elle s'inscrit dans ce processus constant de connaissance de soi et d'ouverture sur les autres. Je vous remercie pour ceux et celles que vous honorez à travers moi et auxquels, croyez-moi, je transmettrai votre message. Je ne suis pas particulièrement qualifié pour parler de laïcité, disait-il, étant né et vivant dans un pays qui ne connaît pas la laïcité, ni la démocratie, ni même le plus simple état de droit. J'en ai quand même une certaine connaissance que j'ai tirée de ma longue et attentive observation de la France et de sa fameuse laïcité, et que je voudrais tant voir se diffuser dans nos pays que la religion et la tradition gouvernent beaucoup trop étroitement pour les laisser entrevoir l'intérêt d'un peu de modernité pour améliorer leur quotidien et enrichir leurs aspirations. J'ai aussi découvert, avec un regret certain, que la laïcité en France semblait ces derniers temps ne plus faire unité et unanimité, comme elle l'a fait jusque-là. C'est un grand dommage. Ce serait la fin d'un grand rêve. La laïcité française serait l'objet de tentatives de révision diverses et variées, toutes bien argumentées en première apparence, qui entendent l'inscrire dans une autre perspective plus religieuse que civile. Ce qui peut se concevoir, pourquoi pas, rien n'est définitivement scellé. J'ai aussi entendu bien des gens, de plus en plus nombreux, dire qu'il serait bon que la France se dote d'une laïcité à la carte, dans laquelle chaque religion puiserait ce qui lui convient. Ceci aussi peut se concevoir, pourquoi pas. Il suffit d'accepter ce qui immanquablement en découlera, des conflits religieux en chaîne et une communautarisation totale de la société. Le deuxième constat est que de tous côtés, la France est sommée de renoncer à sa spécificité. Elle l'est par ceux des siens qui se reconnaissent maintenant une autre identité que française. Elle l'est par les institutions internationales, comme la Cour européenne de justice, la Cour internationale de justice, par la Commission des droits de l'homme de l'ONU, par la Ligue islamique mondiale et par des États prescripteurs tout-puissants que sont l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Iran et d'autres encore. Au vu de cela, la question se pose, la France peut-elle vivre sans sa spécificité, sa laïcité? À mon avis, non. Elle serait vite colonisée. Elle doit donc la défendre avec force. C'est la mission que vous vous êtes donnée, mais comme on dit en Algérie, une main seule ne peut pas applaudir. Ainsi s'exprimait en ce soir de novembre 2018 Boualem Sansal. Quel plaidoyer pour une loi dont nous célébrons bientôt le 120e anniversaire et dont il a si bien dénoncé les dérives. Quelle vocation universelle pour ce principe que d'aucuns voudraient limiter à notre République. Quelle réponse au conseil de certains qui voudraient nous suggérer de réfléchir à une laïcité accommodante. J'ai même entendu parler de laïcité saine. Quel chemin pour une Algérie enfin lucide et désaliénée. Reviens vite, Boualem, la liberté de conscience a besoin de ta voix. Merci beaucoup. On va entendre à présent l'avocat de Boualem Sansal, qui le défend depuis le 16 novembre. Il est en contact avec ses avocats algériens. François Imray, maître François Imray, l'avocat français de Boualem Sansal. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je voudrais, si vous le permettez, très rapidement vous livrer quelques restrictions que m'inspire le moment que nous traversons. D'abord, merci aux organisateurs de cet événement et merci à vous tous d'être là, parce que je crois que la première chose dont Boualem a besoin, comme toutes les personnes qui sont privées de leur liberté pour une durée indéterminée, la première chose que l'on peut leur souhaiter, c'est tout simplement de tenir. Et je ne doute pas qu'une soirée comme celle-ci, cette mobilisation qui en augure d'autres moments, certainement en France et dans le monde, l'aidera à tenir.
Je crois au symbole. Et Boualem a été, son appel a été examiné par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Alger le jour même de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je crois au symbole, car en effet, Boualem n'est pas seulement algérien, français, franco-algérien, il est universel. Il est universel par sa pensée, il est universel parce que c'est un écrivain. Et nous devons, c'est l'objectif de cette mobilisation, donner à cette mobilisation le caractère universel qu'elle mérite. Et universel, ça veut dire international, ça veut dire multilatéral, ça veut dire l'Union africaine, ça veut dire les Nations unies, le Conseil des droits de l'homme, New York, Genève, bref, l'ensemble des instances multilatérales. Et effectivement, comme l'ambassadeur Driancourt l'a dit tout à l'heure, l'Algérie y est particulièrement sensible à son image. La troisième remarque que je voulais partager avec vous, beaucoup a été dit, et notamment sur les principes qui sont mis en jeu par cette arrestation, par cette séquestration. Mais nous, les avocats algériens et moi-même, nous ne défendons pas un principe, en tout cas pas seulement un principe. On défend un homme. Et toujours, la défense des principes s'est incarnée dans la défense de cas particuliers. C'était vrai pour l'abolition de la peine de mort, comme c'est vrai aujourd'hui. On le défend avec une équipe d'avocats algériens, et je mesure chaque jour combien c'est difficile d'exercer ce métier dans ce pays, en ce moment. Je croyais connaître, mais je ne connaissais pas. Je croyais savoir, je ne savais pas à quel point la peur était partout. Et évidemment, c'est un métier où il ne faut pas avoir peur. Mais c'est difficile. C'est plus facile d'ici que de là-bas. Donc, un homme, au-delà des principes, est un homme qui ne va pas bien. Boualem vient d'être transféré à nouveau à l'hôpital Mustapha, et les biopsies qui ont été pratiquées sont pas bonnes. Donc je lance un appel, et j'aurai l'occasion de le faire sous d'autres formes, aussi aux autorités algériennes, pour faire preuve, tout simplement, d'humanité dans cette affaire. Voilà ce que je voulais vous dire, très simplement, en vous faisant part de la détermination qui est la mienne et de celle de toute l'équipe d'avocats qui est constituée aujourd'hui à faire du mieux que nous pouvons pour montrer que cette accusation fondée sur l'article 87 bis du Code pénal algérien est absurde. Et je vous invite à le lire, d'ailleurs, et à le parcourir. Cet article qui vise l'ensemble des atteintes à la sûreté de l'État, et on voit mal comment un homme de 80 ans aurait, par des propos de surcroît prononcés à l'étranger, en dehors du sol algérien, puisqu'il n'y est pas ou peu diffusé, pas traduit, mais édité, comment il aurait tout simplement ébranlé la sécurité, les fondements d'une nation de 45 millions d'habitants qui siège actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout cela est tout simplement absurde. Voilà, le message que je ferai passer à Boualem d'une façon ou d'une autre, c'est le suivant, c'est que ce soir, nous ne savons pas combien ce cauchemar durera, mais nous savons que jusqu'à ce qu'il sorte, nous serons à ses côtés. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Noël Lenoir va conclure cette soirée de lancement d'installation dans la durée de ce comité de soutien, comité international. Noël Lenoir, ancienne ministre, avocat. Merci beaucoup. La soirée se termine, donc je vais être très brève. D'abord, comme vous l'avez remarqué, au travers de ces interventions qui étaient très fortes et aussi extrêmement émouvantes, ça n'est pas seulement une réunion d'hommage que nous avons organisée ce soir, c'est une réunion de mobilisation, une réunion de combat. Et je dirais peut-être quelques mots en conclusion sur la feuille de route que certains d'entre vous nous ont demandé de préciser. Je voudrais aussi rendre hommage à Arnaud Benedetti et la revue politique et parlementaire, sans qui
cette manifestation n'aurait pas pu être organisée en 8 jours avec une assistance de 1000 personnes, c'est-à-dire c'est un début de regroupement familial sans jeu de mots pour Boualem Sansal. On est tous Boualem Sansal. On est tous Boualem Sansal, comme ça a été montré de manière tout à fait évidente ce soir. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que, y compris dans nos démocraties, notre liberté, notre intégrité physique et notre droit à la vie peut être menacé quand on exprime des idées fortes. Et nous sommes tous Boualem Sansal. Et aussi la liberté d'expression, et là je rejoins l'ancien Premier ministre, Bernard, qui a montré qu'il y avait quand même un héritage français, puisque l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen indique que la liberté d'expression, c'est le bien le plus précieux de l'homme. Et c'est quand même de ça qu'il s'agit. Alors, je voudrais, puisque j'ai les mêmes bonnes lectures que Xavier Grandcourt, c'est-à-dire le Moudjahidine du peuple, je voudrais que, dans le cadre de cette mobilisation, nous puissions répondre, nous puissions faire part de notre indignation sur au moins 3 séries d'assertions tout à fait scandaleuses et fallacieuses. La première, c'est que non, un romancier, même très critique vis-à-vis d'un système culturel, religieux ou politique, ne porte pas atteinte à la sûreté de l'État. Ça, c'est un fondamental qui doit être soutenu et qui doit être proclamé haut et fort. Et puisque vous êtes ici et que chacun d'entre vous avait des connexions dans les milieux intellectuels et médiatiques, c'est quelque chose qu'il faut réaffirmer. Et de l'autre côté de la Méditerranée, on aime beaucoup invoquer la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une jurisprudence qui est tout à fait éclairante de la Cour européenne des droits de l'homme, dont je critique par ailleurs souvent la jurisprudence, c'est que un romancier, un écrivain qui choque doit être d'autant plus protégé parce que, je cite, il apporte une contribution indispensable au débat d'intérêt général. Et c'est cela qui est reproché à Boualem Sansal. La deuxième assertion, c'est qu'il ne serait pas français, il ne serait français que par raccord. Je considère que nous avons aussi à défendre notre compatriote. Et Dieu sait que dans notre pays, il y a beaucoup de binationaux qui sont chefs d'entreprise, qui sont élus. Il y a même, je me suis laissé dire, un ancien Premier ministre qui a été naturalisé sur le tard. Donc nous défendons aussi Boualem Sansal comme partie de la famille française, c'est notre compatriote. Et à cet égard, nous n'avons pas à considérer que nous avons quelque chose à voir avec la politique intérieure, qui montre d'ailleurs ses faiblesses de l'Algérie. Et puis enfin, dernier point, Boualem Sansal, on l'a dit, je ne sais pas qui a dit qu'il alliait à la fois la bonté et la colère, et je trouve ça extrêmement juste. Mais ce dont nous sommes certains, c'est qu'il n'a pas fait de politique. Il n'a jamais fait de politique, et nous-mêmes, ce comité, et donc vous tous, nous ne faisons pas de politique. Et aux accusations totalement fantaisistes dont il fait l'objet, terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État, intelligence avec l'ennemi, qui serait donc la France, a priori, eh bien, on lui reproche d'être sioniste et d'être à l'extrême droite. Mais d'une part, ce ne sont pas des infractions, et d'autre part, c'est vraiment extrêmement connoté, et ça rappelle... étrangement, ça a été dit aussi au procès stalinien du temps du KGB. Donc cette volonté de politisation, de l'incarcération de Boualem Sansal, nous la refutons et nous devons la réfuter. Pour moi, finalement, et ce sera la conclusion, Boualem Sansal, c'est nous, mais c'est aussi plus que nous. Non seulement il fait partie de ce qu'on appelle la République universelle des écrivains et des savants, mais c'est un sage. C'est-à-dire que il est un peu le récitant des drames antiques, celui qui annonce les catastrophes pour aider les sociétés à se redresser. Et c'est un peu le rôle qu'il a joué toutes ces dernières années. C'est un peu le lanceur d'alerte des temps modernes au sens le plus noble du terme. Et c'est pourquoi je voudrais que vous compreniez que cette réunion que nous organisons, c'est un premier pas. C'est un premier pas pour continuer le combat. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire accroire, eh bien, toutes les critiques, toutes les médisances, toutes les calomnies qui sont proférées par certains
nous ne sommes pas tellement dupes, certains qui peuvent être télécommandés par ailleurs, renforce notre détermination. Et comme dirait l'autre, une phrase que chacun de vous connaît bien, la vérité est en marche et rien ne peut plus l'arrêter. Et c'est cela qui est, à mon avis, scellé ce soir. Et alors donc, cette détermination, elle va se poursuivre par des actions que nous allons annoncer bientôt. J'ai la possibilité de vous indiquer que Gérard Larcher, dont on m'a dit qu'il n'avait jamais soutenu une cause d'une personne physique, il a participé à la marche contre l'antisémitisme, etc., mais il n'a jamais soutenu la cause d'une personne physique, tient particulièrement à nous aider, ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Donc nous allons commencer nos actions, et évidemment, je terminerai en disant que, puisque vous êtes là, puisque vous avez non seulement entendu, mais vous avez participé à notre mobilisation, eh bien j'espère qu'on pourra compter sur vous, parce qu'on va avoir énormément à vous demander dans les jours et dans les semaines qui viennent, en espérant que ces jours et ces semaines seront le plus courts possible pour obtenir la libération de Boualem. Merci beaucoup. Merci beaucoup Noël Lenoir. Notre première soirée de mobilisation s'achève. Merci infiniment à tous, à tous les partenaires, à tous les élus, à tous les ministres, les anciens ministres. Un merci particulier pour Arnaud Benedetti à l'origine de cette soirée. Merci aux dessinateurs, Gors et Rançon, dont on a apprécié évidemment le travail. Et on va faire une photo. J'appelle tous les participants et tous les organisateurs à monter sur scène pour la photo de cette soirée, de ce lancement, de ce comité de soutien. Vous étiez 1000 ce soir pour tenir, pour qu'ils puissent tenir. Merci à vous.